Satou, ici. Investir du capital en fin d'année fiscale semble généralement être une simple stratégie d'économie d'impôts, mais je pense qu'investir les excédents de trésorerie pour générer des profits futurs est un élément important de la vie d'une entreprise. De plus, c'est bon pour l'économie. Seigneur Kuro, dès ma sortie de la salle de téléportation du siège d'Eshigoya, l'équipe dirigeante m'accueillit avec enthousiasme. Ils m'accueillaient toujours avec enthousiasme, bien sûr, mais cette fois-ci, l'ambiance était bien plus intense que d'habitude. Bon retour, Seigneur Kuro. La directrice, Eleuthérina, termina de se regarder dans le miroir avant de voler à mes côtés. Que se passe-t-il? Il s'est passé quelque chose? Les gemmes de lumière uniques que nous venons de commencer à proposer ont été épuisées dès le premier jour. Nous aimerions demander plus de stock. Tandis que la directrice affichait un sourire fier, Tifalisa apparut à côté d'elle, ses cheveux argentés rebondissant en une coupe courte. Les autres filles de l'équipe de direction hochèrent vigoureusement la tête. Je suppose que le nom que j'ai suggéré était vraiment bien. Luna, la petite noble qui chevauchait toujours un loup de pierre, gloussa et bomba fièrement sa poitrine. J'avais oublié que c'était elle qui avait donné le nom de « gemme runique lumineuse » aux pierres lumineuses gravées de runes. Je lui tapotai légèrement la tête, puis sortis une boîte de gemmes runiques lumineuses de ma boîte à objets et la tendis à Eleuthérina. Elles m'expliquèrent que le matin, au début des soldes, seuls quelques habitués les avaient achetées en passant, mais que des nobles et marchands du duché d'Ugosh en avaient entendu parler et s'étaient précipités pour les acheter. À la fin de la journée, toutes les gemmes runiques étaient en rupture de stock, sauf le modèle d'exposition, et de nombreuses autres réserves s'étaient manifestées. Si les gemmes runiques lumineuses s'étaient envolées pour 10 pièces d'or pièce, sans aucun effet particulier, c'était sans doute grâce au talent des graveurs que nous employions. De plus, les outils magiques de type « jouet d'entraînement mental », dont vous nous avez donné la recette se sont vendus presque aussi vite que les gemmes runiques lumineuses. Ils ne s'étaient pas beaucoup vendus au début, raconta Eleuthérina, mais après que le personnel eut fait des annonces et distribué des échantillons gratuits à la crèche de l'Académie royale, ils se sont vendus comme des petits pains auprès des enfants nobles. Apparemment, ils ont également suscité de nombreuses réservations. Ce produit était en fait un jouet d'entraînement à la manipulation des pouvoirs magiques que j'avais initialement développé pour les enfants de notre orphelinat privé. Ces jouets se présentaient sous de nombreuses formes, comme une épée en bois qui faisait du bruit lorsqu'on la balançait, une lampe en cristal qui s'allumait en nombre variable selon la quantité de pouvoir magique fourni, et un instrument fait de pierre à vent qui produisait différents sons lorsqu'elle était chargée de magie. Je les avais fabriqués moi-même à l'orphelinat, mais ils étaient désormais fabriqués par la société Eshigoya selon ma recette. Les pièces maîtresses complexes étaient fabriquées ailleurs et assemblées avec le reste ici. Et ce n'est pas tout. J'ai montré les gantelets et les bracelets que vous nous avez donnés, qui permettent de fabriquer des boucliers de magie pratique, à quelques clients fidèles, mais... Repoussant Luna, la responsable Eleuthérina me fit un rapport sur les produits d'essai que je lui avais offerts. Ces bracelets de bouclier étaient des outils magiques que j'avais initialement fabriqués pour protéger Zena et ses amis. Eh bien, on a finalement décidé de les réserver à 300 pièces d'or pièce, et il y a au moins 20 clients qui souhaitent être contactés dès le début des précommandes. Comme personne d'autre que moi ne pouvait les fabriquer, j'avais suggéré de les tester pour voir s'il y avait une demande à ce prix exorbitant. Je pensais qu'ils pourraient être vendus à des collectionneurs d'objets insolites, mais je ne m'attendais certainement pas à autant de clients intéressés. Contrairement aux bracelets de bouclier que j'avais offerts à Zena et à d'autres amis, ceux vendus à la société Eshigoya étaient des versions dégradées qui ne produisaient qu'un bouclier à peu près aussi résistant qu'un débutant en magie pratique. Mais je suppose que la nature inhabituelle de l'objet l'emportait sur ses performances médiocres. Quel genre de clients étaient intéressés? Le gantelet était populaire auprès des chevaliers impériaux et de la haute noblesse pour se défendre. Le bracelet était similaire, mais il y avait davantage de nobles et de riches particuliers qui voulaient l'offrir à leurs héritiers ou à leurs filles. C'était plus ou moins ce à quoi je m'attendais. Seigneur Kuro, avant de traiter les précommandes, j'aimerais offrir un des bracelets que vous nous avez offerts pour la vitrine à la famille royale. Ça vous va? Quand je lui en ai demandé la raison plus tard, elle m'a répondu que ce n'était pas seulement une question de bonnes manières et de bonnes pratiques commerciales, mais aussi un moyen potentiel d'utiliser le roi et la famille royale à des fins publicitaires. D'accord, si vous pensez pouvoir les utiliser, vous pouvez tous les porter. Comme je pouvais les produire en masse assez rapidement grâce à mon appareil de production magique, j'avais fabriqué plusieurs prototypes. Les modèles que je leur avais donnés auparavant étaient de simples bracelets en laiton, décorés par les graveurs de la société Eshigoya. Oui, Seigneur Kuro, s'exclamèrent joyeusement tous les employés. Êtes-vous sûr que tout va bien, Seigneur Kuro? Bien sûr, j'ai fait un signe de tête au directeur, l'air inquiet. Le prix était élevé, car j'étais le seul à pouvoir les fabriquer, mais les matériaux ne coûtaient que quelques pièces d'or pièce. Quant aux ventes,
Combien pourrons-nous en produire? Demanda Eleuthérina avec hésitation. Probablement 200 par an. 200. Les autres employés écarquillèrent tous les yeux, tout comme le directeur. Le prix de revient est de 50 pièces d'or. Je vous laisse fixer le prix de vente, directeur. Alors, vendons-en d'abord une quantité limitée aux nobles de haut rang, puis réduisons le prix quand leur popularité aura un peu baissé. Si nous en vendions 200 par an, ils ne devraient pas paraître trop rares au bout d'un moment. Et comme ils étaient vendus en dépôt-vente, ils n'auraient pas non plus d'impact sur la trésorerie de la compagnie Eshigoya, espérais-je. Seigneur Kuro, serait-il possible de changer le matériau des bracelets? Tifalisa proposa que si nous devions ajuster le prix, nous pourrions peut-être modifier l'apparence en conséquence. Très bien, dressez une liste du nombre de bracelets à fabriquer et des matériaux. Je les apporterai à l'artisan des outils magiques et je les ferai fabriquer. N'oubliez pas de les classer par ordre de priorité. C'était un vrai casse-tête de comprendre ces détails, alors je leur ai tout laissé entre les mains expertes. En l'état actuel des choses, les revenus de la compagnie Eshigoya sont largement positifs, même sans compter vos ventes d'épées magiques et de dirigeables, Seigneur Kuro. Après avoir rencontré l'équipe de direction, j'ai accompagné Eleuthérina et Tifalisa dans un salon attenant au bureau du directeur pour discuter des revenus actuels et futurs de l'entreprise. Et le paiement du royaume? On nous a dit qu'il dépassait la réserve d'or du royaume, nous le recevons donc sous forme de mandat de 500 pièces d'or à la fois. Les mandats du royaume pouvaient être échangés contre de l'argent dans les bureaux du gouvernement, voire utilisés directement comme moyen de paiement dans les grandes entreprises et les guildes commerciales. Très bien, je livrerai les moteurs à puissance aérienne pour le reste des dirigeables peu après. Compte tenu des capacités de construction navale du royaume, de nouveaux dirigeables de grande taille ne pouvaient être produits qu'une ou deux fois par an. C'est pourquoi j'avais l'intention d'en produire un également au chantier naval de la société Eshigoya. Dès l'année suivante, nous nous attelerions à la mise à niveau des anciens modèles de dirigeables et à la création de dirigeables plus petits. J'avais suffisamment de matériaux pour fabriquer des moteurs à propulsion aérienne pour plus d'une centaine de dirigeables, mais j'avais décidé de n'en vendre qu'une quantité limitée pour les grands dirigeables pour le moment. D'après Mukuro le seigneur des eaux, rencontré dans la couche inférieure, la construction de voies ferrées et de tours radio était considérée comme tabou par les dieux. C'est pourquoi je voulais éviter de produire trop de grands dirigeables, qui permettraient le transport de masse. De plus, les dirigeables nécessitaient une grande quantité de noyaux de monstres pour fonctionner. Ces noyaux étaient également nécessaires à la production d'outils magiques et de potions, et une augmentation soudaine de leur prix due à une forte demande, ce que je cherchais à éviter, aurait de graves conséquences sur la vie des citoyens ordinaires. Il nous faudra bien utiliser tout ce capital. Je contemplais les colonnes remplies de chiffres énormes que nous avions reçus par mandat. Économiser était important pour les particuliers, mais pour une entreprise, je trouvais que mettre de côté une somme colossale sans en tirer d'intérêt significatif ne valait pas mieux que thésauriser. J'avais acheté une grande quantité de lingots de métal, de pierres précieuses de récupération, etc., nécessaires à mes loisirs créatifs auprès de la société Eshigoya, mais ces coûts étaient si insignifiants comparés à nos profits colossaux que j'avais l'impression d'en avoir à peine utilisé suffisamment. Et si on développait notre entreprise? Murmurai-je, incitant le directeur à poursuivre. Avons-nous assez de personnel? Des marchands, des artisans, des chercheurs et des intellectuels sont tous venus nous voir pour travailler à la société Eshigoya. Nous avons terminé leur tri, donc si vous nous autorisez à les embaucher, nous pourrons augmenter nos effectifs immédiatement. Très bien, montrez-moi la liste plus tard. Tant qu'il n'y a pas de problème, je vous laisse les employer à votre guise. Je me suis dit que je pouvais les vérifier sur la carte, juste pour m'assurer que nous n'embauchions pas d'adorateurs de seigneurs démons ou d'individus bizarres de ce genre. Nous avons également reçu des demandes d'investissement de la part d'artistes et de chercheurs. Qu'en pensez-vous? En gros, ils cherchaient des mécènes. J'ai parcouru la liste que Tifalisa m'a remise, avec les noms, les œuvres représentatives, les domaines d'expertise et autres documents soumis par les candidats potentiels. Il y avait même une colonne reprenant les avis et impressions de l'équipe suite aux entretiens et aux interactions. J'ai fait une recherche rapide sur la carte et j'ai barré les noms qui posaient problème. Vous pouvez investir dans n'importe qui, sauf ceux que j'ai barrés. Je vous laisse décider du montant à payer pour chacun. Devrions-nous nous baser sur une évaluation de la valeur? Tenir compte également de leur potentiel futur. De plus, il est difficile pour les chercheurs fondamentaux de produire des résultats clairs. Essayez d'investir dans eux sur le long terme, même si ce n'est que pour un petit montant à la fois. Compris. Sur ce, la conversation s'est terminée. Je n'aurais certainement jamais imaginé devenir mécène d'artistes et de chercheurs dans un autre monde. Devrions-nous financer autre chose? Au mot d'Eleuthérina, mes pensées se tournèrent vers les pauvres et les réfugiés que nous rencontrions dans les bidonvilles de la basse capitale.
Le niveau de vie et la sécurité semblent médiocres dans les quartiers défavorisés. J'aimerais donner du travail aux habitants. Compris. Lorsque nous remettrons le bracelet à la famille royale, comme nous en avons discuté, je parlerai à son Excellence le Premier ministre et lui ferai savoir que nous prévoyons de commencer à œuvrer pour réduire le chômage, et je demanderai peut-être un traitement fiscal de faveur en conséquence. Eleuthérina et Tifalisa hochèrent immédiatement la tête et commencèrent à discuter de la manière d'accéder à ma vague requête. Nous pouvons certes embaucher des ouvriers qualifiés à la société Eshigoya. Le problème, c'est que la majorité d'entre eux ne sont peut-être aptes qu'aux travaux généraux. Nous avons déjà embauché autant d'ouvriers que possible pour la construction du chantier naval, et une fois les dirigeables en production, je crains que nous ne puissions embaucher de travailleurs aux antécédents douteux. Même si nous ouvrions des stands de restauration ou des cafés comme à Labyrinth City, nous ne pourrions embaucher que quelques dizaines, voire une centaine de personnes au maximum, ce qui ne résoudrait pas notre problème. Je me suis souvenu de l'usine en ruine que j'avais rachetée à une entreprise en faillite. Et pourquoi pas une nouvelle usine? Ah, l'ancienne filature de coton. Nous avons acheté le matériel en même temps que le bâtiment, mais nous ne pourrons pas y reprendre l'activité tout de suite, car les machines se sont dégradées avec le temps. De plus, le coton brut dont nous aurions besoin est produit dans le sud du duché de Vistale, mais son prix a augmenté à cause des troubles qui ont récemment ravagé le comté de l'Esso. Nous ne serions donc pas rentables, même si l'usine était encore opérationnelle. Je vois, cela a donc eu des répercussions sur beaucoup de choses, même en dehors du comté de l'Esso. Qu'est-ce qui cause cette flambée des prix? Les frais de transport. Certaines routes ont été détruites ou sont devenues dangereuses, ce qui rend le transport difficile. Les seules options étaient de prendre un chemin plus long via le marquisat d'Eluette ou d'engager davantage de gardes, d'où la hausse des prix. Et il y a des problèmes même au sein du duché de Vistale, au point que la guerre pourrait éclater à tout moment. Waouh, vous apprenez vite. Cela avait probablement un rapport avec l'attaque aérienne d'avant-hier. Merci beaucoup, Seigneur Kuro. Puisque le lieu de production du coton brut pourrait devenir un champ de bataille, il est possible que les champs soient incendiés, rendant impossible l'approvisionnement en coton l'année prochaine. Dans le pire des cas, la guerre pourrait durer si longtemps que nous serions obligés d'en importer. D'autres territoires produisaient du coton à plus petite échelle, mais les duchés de Vistale et d'Ugosh étaient les seuls à produire suffisamment de coton pour répondre aux besoins de la capitale royale. Dans ce dernier cas, la distance terrestre était importante et le transport maritime était dangereux. De ce fait, ils n'exportaient généralement que des cotonnades transformées. Donc, cela signifie qu'il y a un excédent de coton au duché de Vistale, n'est-ce pas? Tifalisa hocha la tête. Y a-t-il quelqu'un dans l'entreprise qui pourrait avoir des liens avec des cultivateurs ou des grossistes de coton du duché de Vistale? Oui, la mère de Mérina est originaire de la ville la plus au sud. Eleuthérina ouvrit la porte du salon et appela Mérina parmi les jeunes femmes cadres qui écoutaient visiblement aux portes, puis lui expliqua la situation. Ma tante travaille dans l'industrie du coton et connaît d'autres nobles qui y sont impliqués, ainsi que des grossistes et des agriculteurs de la région. Parfait. Alors, nous t'enverrons au duché de Vistale, Mérina. Achète autant de coton que possible, là où il n'est pas hors de prix. Je t'y transporterai moi-même. Elle avait sans doute besoin de temps pour rassembler ses affaires, mais je pouvais tout mettre en réserve et tout régler en quelques heures. Cela pourrait causer des ennuis à d'autres personnes qui gagnaient leur vie grâce au coton, mais c'était mieux que de le laisser brûler au combat ou que les agriculteurs se retrouvent pris dans des transactions déloyales et perdent de l'argent. Je me prépare, s'exclama Mérina en quittant précipitamment la pièce. Le couloir devint bruyant, probablement parce que je lui avais dit qu'elle pouvait venir 2 personnes avec elle. Seigneur Kuro, dois-je en conclure que nous devrions commencer à préparer l'usine de coton en réparant le bâtiment et les machines? J'ai fait un signe de tête à Tifalisa. Nous emploierons tous ceux qui ne trouvent pas de travail à l'usine de coton pour des travaux sociaux avec la compagnie Eshigoya. Des travaux sociaux? C'est exact. Nous pourrions organiser une soupe populaire comme celle que ce gamin Pendragon organisait à Labyrinth City. Étant donné que j'étais responsable d'une corporation, j'espérais confier à quelqu'un d'autre la gestion des œuvres sociales et autres tâches similaires. En dehors des soupes populaires offertes par le royaume et les temples, vous voulez dire? Oui, pour être clair, l'aspect caritatif n'est qu'un bonus. Nous enverrons des personnes dotées de compétences comme analyse de caractère, et trouverons toute personne possédant des compétences cachées et utiles. Je vois, nous pourrons aussi nous en servir pour embaucher de la main-d'œuvre temporaire. Et pour recueillir des informations. Mais il faudra veiller à ne pas empiéter sur les droits de la guilde des mendiants. Quand j'inventais une excuse vague, Eleuthérina et Tifalisa étaient étonnamment promptes à l'accepter. Je n'avais jamais vu de mendiants dans le Japon moderne, mais dans le royaume de Shiga, c'était considéré comme une véritable profession. Bien que caché au cœur de la capitale royale, il existait même une association, en plus de mendier au bord des routes,
Il menait aussi des activités annexes comme la collecte d'informations et les surveillances. C'était un peu comme une guilde de voleurs dans un jeu vidéo. Je te laisse faire le reste. Une fois les grandes lignes données, il était probablement judicieux de leur laisser le soin de régler les détails. Nous avons discuté de quelques autres détails, comme l'achat et la location de propriété. J'ai ensuite emmené Mérina et compagnie au duché de Vistal pour organiser l'achat de coton, et la journée était enfin terminée. J'ai consulté la carte pendant notre séjour dans le comté de Vistal, mais je n'ai vu aucune rébellion en cours. Pourtant, les forces armées se préparaient à la guerre, et j'ai vu des chevaliers et des soldats armés courir dans la ville, l'air affairé et tendu. Les citoyens semblaient eux aussi conscients de la situation. Il y avait moins de produits d'épicerie sur les marchés que d'habitude, et les prix commençaient à grimper. J'imagine que la guerre est source de problèmes pour tous, quel que soit le monde dans lequel on se trouve. C'est donc ici que se trouve la capitale royale de la compagnie Eshigoya? C'est un bâtiment très luxueux, plus que la succursale de Labyrinth City. Arisa et Lulu levèrent les yeux vers le bâtiment, impressionnés. Aujourd'hui, je visitais la société Eshigoya en tant que cliente, accompagnée du reste de mon groupe. Les sœurs de Nana semblaient sous le choc de l'avoir vue à l'œuvre au siège des Chevaliers Sacrés la veille. Sur les conseils de Lisa, elles s'étaient mises au jogging pour améliorer leur endurance, et elles n'étaient donc pas là quand nous sommes partis le matin. Beaucoup de monde, monsieur. Tama et Pochi semblaient impressionnés par l'animation de la vitrine. C'était logique, vu les chiffres de vente que Tifalisa m'avait montrés, mais je ne m'attendais pas à une telle affluence. Maître, il y a plein d'accessoires mignons, je vous le signale. Lorsqu'il y eut assez de place, nous nous sommes divisés en petits groupes pour faire le tour de la boutique. Les premier et deuxième étages étaient principalement consacrés aux produits fabriqués à Labyrinth City et aux accessoires créés par les artisans de la capitale royale. Le troisième étage proposait des outils magiques comme des gemmes de lumière uniques et des gantelets de boucliers. Et le quatrième étage était un espace privé réservé aux nobles et à nos meilleurs clients. Les ventilateurs électriques à manivelle, les centrifugeuses et les mixeurs que j'avais fabriqués à Labyrinth City étaient également en vente au troisième étage. Mia, il y a une poupée lapin, je vous signale. Où? Montrez-moi. Mia se fraya un chemin à travers la foule pour rejoindre Nana. Mignonne. Elle serra la poupée dans ses bras et la frotta contre sa joue. Tu l'aimes? D'où? Mia me tendit la poupée lapin. Elle était faite de matériaux monstrueux qui lui créaient une texture inhabituelle. C'est joli, ça donne envie de la toucher sans cesse. D'accord, maître, je veux la toucher aussi, je vous le déclare. J'ai laissé Nana goûter à l'étrange texture. C'est moelleux et friable, à ce que j'ai entendu. Nana semblait apprécier aussi, puisqu'elle refusait maintenant de lâcher la poupée lapin. C'est vraiment ça? Tu veux toucher aussi, Arisa? Bien sûr, si tu insistes. Aïe, Arisa a tendu la main vers mon ventre, mais je l'ai frappée pour l'en empêcher. J'aurais aimé qu'elle n'essaie pas de me harceler sexuellement avec autant de désinvolture. De la viande séchée de grenouille, monsieur. Ils ont aussi de la viande séchée de lézard des rochers. Les filles bêtes avaient trouvé le rayon des explorateurs, où elles fixaient intensément une étagère de repas emballés pour explorateurs. Comme toujours, elles étaient bien plus intéressées par la nourriture que par quoi que ce soit d'autre. La vendeuse m'a dit que ce rayon était très populaire auprès des enfants de la capitale royale qui admiraient les explorateurs. Tu regardes les accessoires, Lulu? J'ai aperçu Lulu à travers la foule et je suis allée la saluer. Regardant par-dessus son épaule, j'ai vu qu'elle regardait en fait une sorte de pierre précieuse, pas un accessoire. Oh non, j'admirais juste ce joli sel-gemme. Il y avait du sel-gemme de toutes les couleurs, sculpté dans des formes variées. La plupart étaient transparents, roses, rouges ou jaunes, mais il y avait quelques couleurs plus rares comme le bleu et le vert. Je ne savais pas s'il était naturel ou si un alchimiste avait modifié les couleurs, mais ils étaient tous très jolis. J'ai entendu dire qu'ils avaient un goût légèrement différent selon leur provenance. C'est intéressant. Tu veux en acheter de chaque région et tester les plats avec lesquels ils se marient le mieux? Oui, ça a l'air délicieux. Lulu hocha la tête avec un grand sourire radieux. C'était si adorable que mon cœur faillit s'arrêter. Sœur Pendragon, je me retournai pour voir Tifalisa, qui avait de beaux traits, mais différents de ceux de Lulu. Oh, bonjour, ne vous occupez pas de nous. Je pris soin d'éviter de parler comme Kuro en la saluant. Je suis vraiment désolée de perturber vos courses, mais auriez-vous un moment de libre? Bien sûr, ça me va. Je dis au reste de mon groupe de continuer les courses et suivis Tifalisa dans une chambre au 4e étage. Mais je ne m'attendais certainement pas au sujet abordé par Eleuthérina. Des tenues de soubrette et des sous-vêtements féminins? Oui, j'ai vu ce que Lulu portait à Labyrinth City. C'est bien plus mignon que les tenues habituelles des soubrettes du royaume de Shiga, alors je pense que ce serait populaire ici aussi. Oh, heureusement, j'ai cru un instant qu'elle avait aperçu les sous-vêtements de Lulu. Et puis il y a les sous-vêtements sur mesure que portait Nana.
Arisa m'en a montré un échantillon, et je pense que les nobles de la capitale royale les adoreraient aussi. Tu veux dire que tu veux les vendre par l'intermédiaire de la société Eshigoya? Oui, s'ils sont fabriqués dans la baronnie de Muno, on pourrait peut-être les importer, ou... Elle fut interrompue par un coup frappé à la porte, et Tifalisa entra dans la pièce, Arisa et Lulu à ses côtés. Madame Lulu, Madame Arisa, je suis désolée de vous appeler pendant que vous faites vos courses. Eleuthérina leur fit signe de s'asseoir sur un canapé. Que pouvons-nous faire pour vous? Comme je l'expliquais à Sir Knight, j'aimerais vendre des sous-vêtements et des tenues de soubrette sur mesure par l'intermédiaire de la société Eshigoya. J'ai demandé l'autorisation à la vicomte L'Hôtel, et elle m'a dit que c'était Arisa qui les avait fabriqués et que je devrais plutôt les obtenir d'elle et de Sir Knight. D'accord, ça me va. C'est un rêve pour moi et pour mon maître de diffuser de jolis soutiens-gorge, sous-vêtements et tenues de soubrette dans le monde entier. N'est-ce pas, maître? Ne me prenez pas pour une fanatique des soubrettes. Enfin, j'adore les soubrettes, par contre. Oui, je suis d'accord avec Arisa. Merci beaucoup de m'avoir si gentiment autorisé. Si je pouvais vous demander les patrons. Bien en avance, ma fille. Tiens, prends ceci. Il y a plein de soutiens-gorge, mais je pense que ce sont ceux-là que les nobles préféreraient. Arisa sortait déjà les patrons de couture de son coffret d'effets et les posait sur la table. Ce sont les originaux, alors je vous les rendrai dès que vous les aurez copiés. D'accord, merci. Eleuthérina semblait avoir du mal à suivre la cadence d'Arisa. Elle tendit la main vers les patrons, mais Tifalisa l'arrêta. C'est ce que nous avions prévu pour le paiement de l'utilisation des patrons. Tifalisa lui tendit un contrat écrit stipulant qu'un pourcentage des ventes nous reviendrait. Ah, je vois, elle veut que le contrat soit finalisé avant d'accepter les patrons. Le paiement? Vous pouvez les avoir gratuitement si vous voulez? Non, c'est impossible, dit Eleuthérina d'un ton affirmatif. Vous nous avez déjà gentiment aidés gratuitement à Labyrinth City, mais maintenant que notre entreprise est sur la bonne voie, nous ne pouvons tout simplement pas accepter tous les bénéfices à sens unique. Nous pensons que les profits doivent être répartis équitablement. Oh, vous êtes très professionnel, n'est-ce pas? J'aime votre style. D'accord, j'accepte le paiement. Arisa se gratta le nez et accepta la proposition du directeur. Au fait, c'est une façon assez inhabituelle de calculer les paiements, non? Oui, c'est peut-être un peu inhabituel, mais nous avons choisi de calculer les paiements en fonction d'un pourcentage des ventes plutôt que d'un forfait par vêtement, répondit Tifalisa. J'aime bien. Comme ça ne gênera pas la popularité des produits auprès du grand public, et nous aurons tous les deux un bon retour sur investissement si vous les vendez aux nobles à un prix attractif. Je suis honoré que vous compreniez notre approche. Tifalisa esquissa un rare sourire satisfait. J'ai une condition pour le contrat, cependant. Ça vous va? Laquelle? J'aimerais ajouter une clause stipulant qu'il doit être clairement indiqué lors de la vente que le lieu d'origine est la baronnie de Muno et que j'en suis le concepteur. Autre chose, maître? Non, ça me va. Tifalisa a obtenu la permission d'Eleuthérina d'ajouter cette condition au contrat, et ils l'ont réécrit et signé sur le champ. Nous aimerions organiser le paiement sur votre compte à la Guilde du commerce. Oh, je n'ai pas de compte. Vous pouvez simplement l'envoyer au maître, s'il vous plaît. Malgré ces dires, Arisa était la titulaire des droits d'auteur sur les sous-vêtements et les tenues de servante. J'ai pensé qu'il était normal qu'elle en reçoive le paiement directement. On peut vous ouvrir un compte. Sire Chevalier, je crains que les esclaves ne puissent pas ouvrir de compte à la Guilde de commerce, m'a informé Tifalisa. Attendez, vraiment? Oui, puisque la loi du royaume de Shiga considère les esclaves comme la propriété de leur maître. Ah oui, c'est vrai. Que faire, alors? C'est bon, maître. On est comme mari et femme de toute façon, alors autant partager un compte en banque. Arisa sourit et plaisanta pour détendre l'atmosphère. Si vous tenez absolument à ce que l'argent soit envoyé sur le compte d'Arisa, vous pourriez peut-être lui ouvrir un compte de guilde des explorateurs? Une fois les choses calmées, Eleuthérina fit une suggestion. Un compte de guilde des explorateurs. C'est vrai, les frais sont plus élevés qu'à la guilde du commerce, et on ne peut effectuer des dépôts ou des retraits qu'à Célivra ou dans la capitale royale. Cependant, toute personne possédant un insigne en mithril ou un grade supérieur est autorisée à ouvrir un compte à la guilde des explorateurs, quel que soit son statut social. Cela semblait un peu gênant, mais nous avons décidé d'ouvrir un compte pour Arisa à la guilde des explorateurs et d'y déposer les paiements. J'ai pensé qu'on pourrait passer au bureau du ministère des ressources du labyrinthe au retour pour ouvrir le compte. Alors, puisque tu voulais aussi parler à Lulu, tu espérais peut-être acheter des recettes de cuisine aussi? Oui, c'est exact. Eleuthérina m'a expliqué qu'il souhaitait ouvrir des food trucks et des cafés dans la capitale royale, comme à Labyrinth City, et embaucher des travailleurs à faible revenu et d'autres personnes en recherche d'emploi. Nous n'avions aucune raison de refuser. Lulu a accepté de vendre ses recettes et de toucher un pourcentage des ventes sur son compte. Lulu voulait refuser le paiement, mais j'ai usé de mon autorité,
rarement utilisé, pour insister. J'ai accepté de commander des ustensiles de cuisine magiques à Akindo pour les food trucks. Bien sûr, Akindo est un marchand fictif qui travaille avec la famille Pendragon. Je me suis dit que je pourrais simplement me déguiser en lui et livrer les ustensiles prochainement. Dis donc, si tu veux embaucher plus de monde, pourquoi ne pas essayer de créer des franchises de food truck ou de café? Qu'est-ce qu'une franchise? Eleuthérina a incliné la tête en entendant ce mot inconnu. Arisa a expliqué. En gros, nous fournissons quelqu'un qui a les fonds, le savoir-faire et les fournitures nécessaires pour gérer son propre food truck ou café, et nous recevons un pourcentage de ses gains en échange. Les personnes sans ressources peuvent simplement être embauchées et peuvent devenir propriétaires si elles économisent suffisamment. C'est sympa et ambitieux, n'est-ce pas? Oui, c'est une excellente idée. Je vous prie d'examiner cette proposition. Si Lord Kuro le permet, nous vous proposerons officiellement une rémunération pour le concept de franchise. Eleuthérina semblait très intéressée par l'idée de créer une franchise. Arisa a immédiatement suggéré des plats légers de type café, comme l'omurice et des menus enfants. Avez-vous d'autres suggestions? Et des ustensiles magiques utiles au quotidien, comme les fours que vous utilisez pour les food trucks? Puisque Monsieur Akindo les apporte tout le temps, vous pourrez lui demander la prochaine fois. Arisa m'a fait un clin d'œil. Cette étape supplémentaire n'est pas vraiment nécessaire. Je pourrais simplement fournir des recettes ou des échantillons, car Kuro. Et ce ne sont pas des ustensiles magiques, mais vous pourriez peut-être proposer d'autres articles pratiques? Arisa leur a montré un éplucheur que j'avais fabriqué pour les légumes et leur a expliqué son fonctionnement. Pour une raison inconnue, Tifalisa s'y est particulièrement intéressée et a murmuré. Même moi, je pourrais éplucher des légumes avec un truc comme ça. Oh, je sais, pourquoi ne pas aussi recueillir des idées du public? Comme un concours d'idées un peu pratique, par exemple. Un concours d'idées? On aurait vraiment des idées utiles tout de suite? Non, absolument pas. Mais on pourrait payer une pièce d'argent, même pour des idées farfelues, et en récolter autant que possible. Statistiquement, tu finiras par avoir une bonne idée, considère-la simplement comme un investissement en attendant. La suggestion d'Arisa me semblait familière, même si je ne me souvenais plus s'il s'agissait d'un folklore chinois ou d'un simple manga. Ce serait amusant d'afficher toutes ces idées sur un mur. Parfois, on pourrait trouver quelque chose de nouveau en les regardant, ou d'autres personnes pourraient entamer une conversation en les regardant. Peut-être même que ça formerait toute une communauté. Arisa s'emballait, elle semblait incapable de s'arrêter. Finalement, elle continua à débiter ses idées jusqu'à ce que Mia, impatiente, fasse irruption avec Nana pour les interrompre. Eleuthérina semblait profondément impressionnée par toutes les idées d'Arisa, au point de demander à Kuro la permission de l'engager comme conseillère officielle de la société Eshigoya. Comme Arisa semblait également ravie de l'idée, je me suis dit que je pouvais tout aussi bien lui donner mon accord.